Hello tout le monde. Hello, hello Hello la tout le famille. monde. Bonjour, réveille-toi. Bonjour. Coucou droit à la parole. Bonjour Hello tout le à tous monde. ceux qui viennent d'arriver. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour Bienvenue MLA. à tous. Bienvenue à tous. Merci euh, de tapoter. Bonjour tout le monde. Bonjour Tamara. Bonjour Kerly. Bonjour Bonjour Tamara. MLR. Hello Curly. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, aujourd'hui en fait on va toucher un aspect, on va toucher des choses un peu plus spirituelles comme je vous avais signifié. Donc on est toujours hein, sur notre série par rapport à Israël-Palestine. Et aujourd'hui on est sur un aspect beaucoup plus spirituel. On va voir un petit peu les rapports hein, qu'il y a entre justement, comme vous le voyez, le judaïsme et la franc-maçonnerie. Donc on va faire un travail sur la base, comme toujours, hein, vous savez, on essaie toujours de travailler sur la base en fait d'auteur. Et aujourd'hui, on va travailler sur la base en fait aussi d'un auteur qui s'appelle Jean-Philippe Schreber. On va travailler sur la base des travaux de Jean-Philippe Schreber. Et bien sûr, comme toujours, on approfondit aussi hein, pour pouvoir parler un petit peu de cela. On va voir en fait quelles sont les incointances qu'il y a entre justement en fait le judaïsme et la franc-maçonnerie. Quels sont les rapports qu'il peut y avoir en fait entre les deux? Quelles sont les interactions qu'il peut aussi y avoir en fait entre les deux? Donc en attendant, s'il vous plaît, tapotez et partagez le live afin que les uns et les autres puissent voir que nous sommes déjà en fait en ligne et qu'on puisse véritablement entrer dans le vif du sujet. On est sur un aspect très important aujourd'hui. Hein. On touche véritablement aux choses profondes pour pouvoir comprendre en fait tout ce qui est en train de se passer. Mm. Et vous allez pouvoir vous aussi analyser les choses. Comme toujours, on essaie toujours hein, de faire un travail sur un aspect. On se base sur des travaux de savants, de sachants, d'écrivains. Et bien sûr, euh, on approfondit hein, avec nos connaissances. On approfondit aussi en fait avec d'autres sources. Et on approfondit aussi en fait avec l'actualité. Comme vous êtes en train de le voir, on est toujours dans notre série la guerre mondiale contre les religions. Et vous avez pu voir en fait que ces thématiques-là, en fait, la guerre mondiale contre les religions est une thématique qui est quand même assez particulier. Il faut bien que vous distinguez euh, la guerre des religions de ce thématique-là qui est la guerre mondiale en fait contre les religions. Donc il faut bien comprendre hein, cet aspect-là, c'est très très important. Il y a bien une distinction en fait entre les deux afin que les uns et les autres puissent aussi concevoir ces aspects-là hein, de distinction entre religion et cette guerre mondiale qui va justement en fait avoir lieu contre les religions. Donc voilà un peu. Partagez le live et tapotez s'il vous plaît. Oui, ouais. On n'est pas On a encore mille, suffisamment, 1000 j'aime. on n'est pas encore suffisamment en fait nombreux. Tapotez, partagez, Moi aussi, je afin que partage. les uns et les autres puissent voir que nous sommes en fait En afin que les uns et ligne. les autres puissent voir que nous sommes en fait en ligne et que les uns et les autres puissent se présenter pour qu'on puisse bien commencer. Donc voilà. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans les profondeurs. Donc c'est vraiment des lives en fait à ne pas rater parce que là,
on rentre un peu en profondeur, on va voir un petit peu les interactions qu'il y a. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, jusqu'à présent, on a vu principalement, on a parlé des Ashkénazes, on a parlé des Séfarades. Ça, ce sont des aspects que vous avez pu déjà bien conceptualiser pour Mhm. pouvoir véritablement comprendre en fait ce qui se passe. On a vu aussi les aspects des Safartis. Donc, on a vu les Ashkénazes, les Séfarades, les Safartis. On a vu aussi l'historicité de ce qui se passe en fait sur la Palestine. On a vu aussi les personnes justement qui sont en fait en combat les uns avec les autres. On a vu comment la généalogie et l'historicité en fait du peuple en fait israélite s'est transformée avec en fait les conquêtes assyriennes, les conquêtes babyloniennes, avec en fait les conquêtes grecques, les conquêtes perses aussi, enfin conquêtes perses, conquêtes grecques, conquêtes romaines, et avec tout ce qui s'est passé par la suite. Donc on a vu tous ces changements-là. On a vu aussi que ce sont des populations qui se sont pas mal en fait diversifiées. On a vu les différents types de juifs qu'il y a un petit peu partout dans le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en fait israélites, mais qui sont eux aussi entrés en fait dans d'autres croyances, c'est-à-dire que ce soit les croyances en fait chrétiennes, croyances en fait de certaines spiritualités en fait africaines, etc., etc., croyances aussi en fait asiatiques, occidentales. Donc beaucoup aussi sont rentrés en fait dans d'autres croyances. Donc aujourd'hui, quand on parle en fait de juifs, on parle véritablement de ceux qui ont conservé justement en fait ces pratiques-là, ces traditions en fait juives, basées justement sur un certain nombre de choses en fait judaïques. Donc voilà ces aspects-là. Bon, ceux qui normalement, les gens qui sont dans les groupes suivi formation et Team Réveil auraient dû en fait être là pour monter, nous faire un petit peu, nous faire C'est un comme petit si peu les vous avez mis ça résumés. en place. Vous voyez, je vous Donc, avais dit que les gens vont donc, fuir. Les gens vont venir une heure après. dès que ça c'est là, on voit pas Voilà. beaucoup de monde qui sont présents. Je vois pas beaucoup qui sont en fait dans la team en fait suivi formation. Il y a la team Réveil qui est là, donc c'est bien. Félicitations les gens de la team Réveil, vous êtes là. Et puis bon, Elle n'est pas là. est-ce qu'il y en a Elle est un qui a pas envie celle qui de, nous a proposé l'idée là. Tu vois? est-ce qu'il y Alors, en a, est-ce qu'il y en a un qui a envie de nous faire les résumés? Parce que là, il y a on voit personne. pas les uns et les autres. Il y Bon, a sinon, on va personne. commencer. On va commencer. Ah, On va c'est pas commencer. bon. En plus, cette fois-ci, c'était un peu complexe parce que il me semble que les vidéos en fait du dernier live n'ont pas encore été en fait en ligne, donc du coup, ça complexifie un petit peu pour pour les uns et les autres, j'imagine, pour pouvoir faire vos résumés. Donc, je peux toujours comprendre. Et puis, c'est vrai que le dernier live, c'était beaucoup sur des aspects de vraiment Oui, de questions. oui, c'est Oui, sur droit à les la questions. parole. Là, je vais mettre la première partie en ligne, parce qu'en fait, mon ordinateur avait un petit souci et le téléchargement était vraiment très, très, très lent. Mais là, c'est bon, là. J'ai dû faire un peu de ménage dans l'ordinateur, donc c'est bon. Ok. Voilà, les vidéos seront en ligne ce soir, cette nuit même. Ok, très bien. Merci, droit à la parole, pour le travail que Hello tu pour vos effectues. parents. Elle est là? Non, je n'en sais. Peut-être qu'elle veut nous faire, elle veut nous faire un petit Résumé? résumé alors. On dirait qu'elle a un problème de réseau Non, parce que non, son non, truc pas est du tout, rouge. hein. Non, non, non. D'accord. Bonjour, bonsoir. Ok. Je suis juste montée, en fait. Bonjour. Merci. Ok, Tu n'entends pas un petit ok. résumé? Non? Non, 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 j'ai pas encore révisé. Voilà. Ok, bon, pas Voilà, de voilà, souci. voilà. Pas de souci. Est-ce qu'on rentre déjà dans le vif du sujet ou certaines personnes avaient des petites questions qu'ils voulaient nous soulever? Ou on rentre déjà dans le vif du sujet? On va rentrer dedans et la question vient après. Tu sais, sinon moi, ça me perturbe après un peu. Ok, Hello, ok. Bienvenue SFR. à tous ceux qui viennent Bonjour, d'arriver. Nicolas. Bienvenue.
Bienvenue Nicolas, bienvenue, coucou SFR. Bon, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va voir, aujourd'hui, notre lab d'aujourd'hui, c'est comme vous le voyez, c'est le rapport entre le judaïsme et la franc-maçonnerie. C'est très important. Là, on entre en fait dans une autre phase. On avait vu tout le côté historique, on avait vu euh, tout le côté en fait peuple, hein, comment les peuples se sont mis en place, les généalogies. On a vu aussi qui sont en réalité en fait les gens qui sont en fait à la Palestine. Donc ceux qui sont sur la terre de Palestine, on a vu qu'ils étaient, il y avait une base en fait de Philistins et une base en fait aussi de Phéniciens. Mais vous voyez que après ça a été remplacé par des Arabes par rapport en fait aux conquêtes arabes. Et vous avez aussi, pendant les conquêtes en fait de l'Empire ottoman, où vous avez vu en fait pas mal en fait de mélanges. Mais il y a tout de même des souches qui demeurent souvent présents et qui bien souvent se font aussi persécuter en fait par ceux qui règnent. Pareil pour le côté israélien. Vous avez en fait une souche qui était là sur le territoire, mais vous avez aussi un certain nombre d'Ashkénazes, de Séfarades, de Safartis. Les Ashkénazes sont tout simplement, on l'a vu, les, euh, les Polonais, les Allemands et puis les Russes. Les Safartis sont les Français et puis les Séfarades sont principalement en fait les Espagnols et puis les Espagnols, Portugais. Donc vous les retrouvez dans cette souche-là et vous avez aussi des parties en fait anglo-saxons bien sûr qui s'y rapportent, sont principalement en fait des occidentaux et vous retrouvez aussi des japhétites dedans. Donc c'est pas que en fait des sémites parce que beaucoup en fait ont aussi eu cet aspect-là de croyance. Et vous avez aussi un certain nombre de personnes qui étaient là basées sur l'Afrique du Nord qui après ont remonté à travers en fait l'Espagne, etc. Donc vous avez tous ces mélanges-là. Et pareil au Maghreb, vous retrouvez beaucoup justement en fait d'aspects de juifs au Maghreb. Donc ça, ce sont des choses que quand on parlera un peu des spécificités du Maghreb, on rentrera un peu en fait en profondeur. Il y a beaucoup de juifs en fait qui sont justement aussi en fait au Maghreb, mais qui ont été totalement assimilés à l'intérieur des Berbères, etc. Bon, ça c'est des choses aussi qu'on le verra. Et on avait vu que pendant en fait qu'il y avait eu le déplacement, il y avait aussi un certain nombre qui étaient partis aussi dans le subsaharien, notamment en fait dans la grande Éthiopie, c'est-à-dire dans l'ensemble en fait du territoire en fait euh, de Couche. Donc vous aviez aussi en fait pas mal qui étaient arrivés là et principalement par contre en fait ceux qui s'étaient convertis bien sûr au christianisme qui est arrivé là. Et vous avez aussi une partie qui était dans la grande en fait de l'Éthiopie là-bas, c'est-à-dire Aksum, ceux qui ont basculé de l'autre côté. Donc tout ça ce sont des choses qu'on a déjà vues avec les différentes mutations, les différentes en fait déplacement en fait des personnes, etc. Aujourd'hui, nous, on va véritablement voir cet aspect spirituel, c'est-à-dire cette corrélation-là en fait qu'il y a entre les deux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille en fait sur la base des travaux en fait de Jean-Philippe en fait Schreiber et le but c'est de comprendre un petit peu cette relation qu'il y a avec les Juifs principalement en fait au 19e siècle, mais aussi bien sûr les siècles d'avant, au 18e, 17e, et aussi les siècles en fait d'après 20e et bien sûr le 21e siècle dans lequel en fait nous sommes en fait aujourd'hui. C'est très très important que vous puissiez conserver tous ces aspects-là en fait dans une partie en fait de vos têtes pour bien comprendre clairement en fait ce qui se passe. Donc, la question du rapport entre le judaïsme et la franc-maçonnerie fait couler effectivement en fait beaucoup d'encre, notamment en fait dans l'historiographie en fait des Juifs à partir du 19e siècle jusqu'au siècle, c'est-à-dire c'est-à-dire quand on a commencé en fait par rapport en fait au siècle de Lumière et ensuite après jusqu'au 19e siècle. Donc, il convient aussi de distinguer en fait certains aspects, donc c'est-à-dire certaines choses qui ont fait l'objet justement en fait d'investigations
les différentes voies de recherche qui vont être empruntées pour pouvoir comprendre justement en fait toutes ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présence en fait de juifs en fait dans les loges dans le 1er siècle d'existence en fait de la franc-maçonnerie spéculative. Voilà, parce qu'il faut bien distinguer ces aspects-là. On va parler au départ de la franc-maçonnerie spéculative et puis ensuite vous verrez aussi les autres aspects en fait de franc-maçonnerie. Quand on aura le temps, on écoutera une vidéo d'un ancien franc-maçon qui vous expliquera très bien aussi toutes ces choses et vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans des aspects vraiment spirituels pour que on comprenne véritablement tous ensemble en fait ce qui se passe. Donc, dans cette franc-maçonnerie en fait spéculative, il va y avoir justement en fait un éclatement progressif en fait de la société juive et du pluralisme en fait qui va caractériser en fait désormais en fait la structure. Dès le XVIIIe siècle, il va y avoir une attraction qui va être exercée en fait par les loges sur les chrétiens, mais aussi sur certains juifs, qui justement en fait cela va refléter en fait la montée du rejet des institutions en fait religieuses et de la volonté de réunir des hommes par-delà des clivages religieux, l'affaiblissement des liens traditionnels et la valorisation en fait de l'individu. Ce qu'il faut comprendre avec l'idée de la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie combat principalement en fait tout ce qui concerne en fait les institutions religieuses. Mais attention, quand on parle de combattre, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. En réalité, euh, la franc-maçonnerie combat les institutions religieuses, mais dans un aspect de liberté religieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, euh, les francs-maçons ont le droit de pratiquer leur religion, mais par contre, il y a des cultes qu'ils doivent en fait tous effectuer selon les rites dans lesquels en fait ils sont. Ça veut dire que vous allez trouver en fait un franc-maçon chrétien, vous allez trouver un franc-maçon bouddhiste, un franc-maçon musulman, un franc-maçon vaudouisant, un franc-maçon du Mvet, un franc-maçon kémite. En fait, vous allez trouver en fait euh, un franc-maçon, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir sa croyance privée et être aussi franc-maçon. Et c'est ça qui fait la particularité en fait de la franc-maçonnerie, c'est que c'est une spiritualité qui a pour objectif de couvrir toutes les spiritualités. Et c'est quand vous commencez à comprendre en fait les choses ainsi que vous allez comprendre véritablement en fait l'objectif de la franc-maçonnerie. Parce que beaucoup de gens justement parlent parfois en fait de la franc-maçonnerie sans véritablement en fait comprendre comment elle se visualise, quel est son objectif et vers quoi justement elle, vers quoi justement elle se tend. Bien sûr qu'il y a des francs-maçons qui sont dans le MVET. Il y a des francs-maçons, peu importe, les gens selon leur spiritualité, ils peuvent très bien être francs-maçons. Et c'est justement ça qui fait la particularité de la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie accepte les croyances des uns et des autres. C'est pour ça que, par exemple, vous allez retrouver ceux qui sont de la tradition primordiale, par exemple, euh, les soufis. Les soufis sont des musulmans. Les soufis sont des musulmans, mais ils sont aussi maçons. Donc, vous voyez, vous avez des musulmans maçons. Vous avez en fait des chrétiens maçons. Vous avez des bouddhistes maçons. Tout comme vous avez des vaudouisants maçons. Et vous avez aussi ceux qui pratiquent en fait le MVET, qui peuvent aussi justement en fait être maçons. Parce que la franc-maçonnerie, elle est précise. La franc-maçonnerie, c'est une espèce de Il y a maison quelqu'un qui qui a cette englobe. petite. C'est une espèce de maison qui englobe en fait toutes sortes de spiritualités. Et c'est ça justement en fait leur objectif. C'est-à-dire, ils permettent à tout un chacun de conserver sa spiritualité privée, mais par contre, il y a des rituels que la personne doit faire. Et ces rituels-là ont en fait
des objectifs bien précis. Donc en réalité, en fait, forcément, les gens se retrouvent en fait dans un syncrétisme. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de franc-maçonnerie spéculative. Donc il y a différentes formes, justement, en fait, de franc-maçonnerie. Donc, euh, bon, il y a une personne qui est montée. C'est parce que c'était pour dire quelque chose, c'est ça? Non, tu continues d'abord, sinon ça va nous embrouiller, non? Je sais pas, c'est pour une question. Comment il s'appelle? Attends, je sais pas comment il s'appelle. Série Oui, mais comme ça, Damali. on va voir en fait c'était quel sujet que la personne voulait Ok. traiter. Zamalik, est-ce qu'il est là? Ouais, je suis là. Je voulais qu'il termine d'abord. C'est pas bien de couper le raisonnement de quelqu'un, en fait. Non, c'est que ça va pas terminer maintenant parce que c'est un enseignement. C'est pour ça que j'ai coupé exprès. Ah, ouais, je voulais préciser un truc. Tout ce que tu dis, c'est fondé parce que toutes les personnes qui sont dans les religions, souvent les religions populaires, peuvent naturellement être des francs-maçons parce que beaucoup de religions même sont dirigées par ces gens-là, en fait. Comme par exemple l'Église catholique avec l'Opus Dei et la loge P4 du Vatican qui dirige le Vatican là-bas. Cependant, il y a des rites initiatiques qui, qui ne peuvent, qui ont des grands maîtres qui ne peuvent pas être francs-maçons, en fait. Par exemple, je suis monté par rapport au VET parce que moi, je suis fan du Gabon. Et le VET, c'est un rite initiatique extrêmement strict. Tout le monde ne peut pas être compteur d'un VET. Il n'y a que les grands maîtres qui comptent le VET, en fait. Tout le monde ne peut pas être compteur d'un VET. C'est pas comme une religion. C'est pas comme si tu étais chrétien ou musulman ou bouddhiste ou un truc comme ça. C'est pas pareil. Il n'y a qu'un seul compteur du VET, un grand initié, un grand maître. Et celui-là ne peut en aucun cas être maçon parce que c'est deux choses diamétralement opposées. Si un grand maître essaye de parler, même s'il essaye seulement d'entrer dans la franc-maçonnerie qui est quelque chose de diabolique, automatiquement il ne va pas voir le lendemain. Automatiquement, il n'y a aucun grand maître de VET qui eut été franc-maçon. Ça n'existe pas. Le dernier grand maître de VET qu'on a eu au Gabon, ils appelaient Tilan Ndondotoumou, le grand maître Ndondotoumou, n'a jamais été franc-maçon. Tous ces enseignants, par exemple, comment il s'appelait déjà il faut que le nom me revienne. En tout cas, ceux qui sont venus avant lui, qui ont même raconté tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier, qui ont prévu même les grands bouleversements qu'on a eu la première, la deuxième guerre mondiale, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe en Europe, en Afrique, tous ceux-là sont morts. Il y en avait un qui était décédé à l'âge de 25 ans. C'était un virtuose de VET. Il est décédé avant les années 40. Donc il ne pouvait être en aucun cas franc-maçon. On ne peut pas mélanger parce que le VET, c'est pas c'est pas une communauté de 1000 personnes ou 100 personnes. C'est un seul individu qui est grand maître du VET, qu'on retrouve au Gabon par exemple, au Cameroun, dans le sud du Cameroun, ou en Guinée équatoriale. Il n'y a pas eu de grand maître de VET, par exemple, chez les francs du Congo-Brazza. Il n'y en a pas eu là-bas. Donc, c'était juste pour préciser, en fait, c'est différent, en fait. C'est pas comme si tu étais dans le vaudou, ou tu étais dans le bouti, ou tu es initié au bouti, après tu vas dans les loges maçonniques, tu es initié au vaudou, c'est pas la même chose, en fait. Merci. Ok, oui, merci en fait pour ce que tu précises. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle en fait du MVET, le MVET est particulier parce que le MVET touche justement en fait à la septième dimension. Tout comme en fait les spiritualités en fait bouddhistes et taoïstes touchent en fait à la septième dimension. Et ces spiritualités-là, lorsqu'on parle en fait des grands maîtres, les grands maîtres sont justement eux à un certain niveau. Et à ce niveau-là, pour l'instant, ils sont toujours en fait en opposition en fait avec la franc-maçonnerie parce que ça ne parle pas en fait de la même chose, ça ne touche pas en fait principalement en fait les mêmes choses. Mais lorsque des gens sont
à l'intérieur, c'est-à-dire les pratiquants. Parce que derrière une spiritualité, il y a en fait les grands maîtres, notamment en fait les conteurs. Et quand on va préciser sur quand on fera en fait les lives sur le MVET, on entrera en fait dans ces précisions-là. Les grands maîtres justement, c'est-à-dire ceux qui ont justement en fait l'art des conteurs, parce que pour ceux qui ne savent pas, le MVET, c'est vraiment cet aspect-là en fait qui est régi par la spiritualité en fait, non seulement des fréquences, des sons, mais aussi en fait des mystères en fait de l'eau et de l'immortalité en fait du corps, pour que ce soit un peu plus plus concret en fait pour tous. Donc ceux qui sont en fait des grands maîtres, ils ont un certain niveau et effectivement, ce ne sont pas en fait les mêmes genres de spiritualité qu'il y a en fait avec la franc-maçonnerie. Mais par contre, ceux qui sont en fait au bas de l'échelle, c'est-à-dire des gens qui ont été initiés en fait dans le MVET, certaines personnes qui sont initiées dans le MVET, qui ne sont pas bien sûr en fait au haut niveau, font parfois en fait des syncrétismes. Et c'est ce syncrétisme-là qu'on les retrouve en fait dans un certain nombre en fait de structures. Et c'est ça le but en fait de la franc-maçonnerie, c'est d'arriver à intégrer en fait à l'intérieur de toutes sortes de spiritualités. Mais bien sûr, ils ne vont pas s'attaquer tout de suite en fait aux grands maîtres, parce que les grands maîtres ont des exigences par rapport à leur spiritualité en fait qu'ils doivent absolument respecter. Et dans le MVET, justement, c'est parce que les grands maîtres du MVET ont tenu pour l'instant à conserver en fait leur indépendance. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux ne connaissent pas en fait le secret justement en fait de cet aspect-là de l'immortalité en fait du corps qui est connu en fait dans le MVET, mais que en Occident en fait ils maîtrisent pas encore. Tout comme pareil, on retrouve en fait la même chose du côté en fait des Asiatiques, notamment par rapport à la spiritualité en fait tibétaine. Donc c'est pour confirmer en fait ce que tu dis et pour comprendre en fait que quand on parle en fait de ces syncrétismes-là qui intègrent, c'est pas en fait dans les hauts niveaux, parce que dans les hauts niveaux, ils ne traitent pas en fait des mêmes types de forces. Et la franc-maçonnerie en fait ne régit pas pour l'instant en fait dans les aspects en fait de la septième dimension, tel que se situe en fait le MVET ou en fait certaines spiritualités tibétaines. Donc, du coup, on va pouvoir en fait, on va pouvoir continuer. C'était juste une précision hein, pour les uns et les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité en fait de la franc-maçonnerie, c'est d'intégrer justement en fait les spiritualités. Et pourquoi la franc-maçonnerie en fait veut intégrer les spiritualités? Parce que la franc-maçonnerie en fait a pour but euh, la domination la domination basée sur un aspect en fait spirituel que eux maîtriseraient à travers en fait les rites. C'est vraiment ça ce qu'il faut comprendre en fait de base. C'est pour ça que vous voyez bien que dans les choses de la franc-maçonnerie, vous allez retrouver des aspects de la spiritualité en fait d'Égypte antique. Vous allez retrouver des aspects en fait de la spiritualité gréco-romaine et vous allez retrouver aussi des aspects en fait et de la tradition en fait primordiale, des aspects des traditions en fait indo-asiatiques, etc. Donc le but c'est d'intégrer. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que eux c'est l'intégration. C'est-à-dire ils prennent votre spiritualité et ils l'intègrent à l'intérieur. Donc vous avez le droit de pratiquer votre spiritualité, mais vous avez tout de même des rituels que vous devez faire. Donc, en réalité, en fait, vous avez ces deux sphères-là. Donc, non seulement on vous laisse pratiquer ce que vous voulez, mais on vous oblige, en fait, tout de même, plus vous montez à pratiquer, en fait, les rituels. Et selon, en fait, les rituels que vous pratiquez, en réalité, vous allez vous rendre compte que il y aura, en fait, une soumission de votre spiritualité au rituel, en fait, maçonnique. Et c'est ça qui fait la force justement en fait de la maçonnerie. Et là, on va au fur et à mesure en fait comprendre quand on va avancer au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport en fait au judaïsme, donc le judaïsme en fait ménageant en fait une certaine place à la liberté en fait de la conscience, les juifs qui vont s'affranchir justement en fait de cette pesanteur des traditions et du carcan en fait social de leur communauté d'origine se décident donc de rentrer directement en fait à l'intérieur et donc vous le voyez c'était dès le XVIIIe siècle hein. Donc
dès le XVIIIe siècle, vous avez justement en fait cette pensée en fait étrangère qui va pouvoir s'intégrer maintenant à l'intérieur en fait du judaïsme. C'est important déjà que vous compreniez ça parce que si jamais les gens n'arrivent pas à comprendre ce lien-là qu'il y a entre le judaïsme dès le XVIIIe siècle et la franc-maçonnerie, c'est difficile de comprendre ce qui se passe en réalité en fait sur la terre en fait de Palestine. Et c'est aussi difficile de comprendre pourquoi le conflit en fait en Palestine est en réalité le troisième front de la troisième guerre mondiale. Et c'est même le front qui lui en fait est beaucoup plus explosif pour pouvoir déclencher le tout. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que vous avez déjà des Américains qui sont déjà en train d'envoyer en fait non seulement des capacités en fait militaires énormes justement en fait là-bas en fait en Israël, mais aussi des hommes sur le terrain. Et vous avez aussi les Occidentaux, notamment les Français, qui envoient déjà en fait euh, des, des bateaux capables en fait justement des plateformes capables justement de soutenir en fait tout le côté appui en fait aérien avec les hélicoptères et ils sont déjà en train de réfléchir à envoyer des hommes. Pareil pour l'Union européenne. Et si vous voyez bien, lorsqu'il y avait eu le conflit en fait en Ukraine, il en était hors de question pour les Occidentaux d'envoyer en fait des hommes en fait sur le terrain. Mais là, sur le conflit, sur ce troisième front-là, ils sont déjà tout de suite en fait enclins à envoyer en fait des hommes sur le terrain. Pourquoi? Parce que là-bas, vous avez d'un côté le Liban avec le Hezbollah, vous avez aussi en fait la Syrie qui reçoit justement des armes justement de l'Iran et vous avez en fait le Hamas dans le sud-ouest. Sachant que ce sont justement en fait les sionistes qui ont créé le Hamas, parce qu'ils avaient créé le Hamas pour pouvoir en fait lutter en fait contre le Fatah, mais justement euh, et ça s'est retourné en fait contre eux. Ça, c'est ce que tout un chacun pense que ça s'est retourné contre eux. Mais en réalité, tout ceci en fait faisait bel et bien partie du plan de la guerre à l'intérieur justement en fait de la guerre. Et pour comprendre cette guerre à l'intérieur de la guerre, eh bien, il faut comprendre en fait ces corrélations-là en fait avec justement en fait entre le sionisme et la maçonnerie, entre les juifs et justement en fait la maçonnerie. Donc, comme on le soulignait en fait du côté en fait des juifs, donc l'entrée en fait en maçonnerie ne s'est donc pas en fait heurté en fait à un frein religieux véritable, mais nécessite plutôt en fait une mutation en fait sociale dans le cadre général de l'intégration en fait des juifs à la société environnante, laquelle prend sa pleine expression en fait dès le 19e siècle. Mais maintenant, quels sont l'accueil? Comment ces loges vont-ils justement en fait accueillir justement en fait ce juif et comment la communauté juive va-t-elle en fait s'intégrer justement à l'intérieur de ces loges-là et notamment sur les aspects en fait des élites, c'est-à-dire comment les élites vont justement accueillir justement en fait l'entrée des juifs à l'intérieur et notamment mardi je vous avais parlé en fait de la branche maçonnique en fait juive hein, euh, dont on a pu parler un petit peu en détail sans totalement en fait sans totalement tout expliciter, mais ça vous a permis de comprendre justement en fait cette branche maçonnique hein, qui a été totalement en fait mise en place pour pouvoir justement contrôler hein, les organisations en fait internationales et aussi contrôler justement les opinions euh, à travers justement les branches en fait des Sayanim qu'on a aussi pu voir dans si vous vous souvenez bien. Le but ici pour nous c'est de comprendre pour quelle raison euh, ce lien-là s'est fait notamment à partir de 1716. Donc la première allusion d'un juif à l'intérieur de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de manière vraiment ouverte, on va le retrouver en fait à partir de 1716.
Donc, dès 1723, des noms de juifs vont apparaître dans des archives de la Grande Loge d'Angleterre. Et ici, on va parler justement du pasteur Anderson, c'est-à-dire le pasteur Anderson lui-même, dans la seconde édition en fait de ses constitutions en 1738, il va citer en fait plusieurs grands officiers juifs de la Grande Loge, le plus souvent en fait des séfarades. Je vous ai parlé en fait des séfarades. Maintenant, c'est important qu'on puisse en fait ici voir justement en fait qui est justement ce pasteur Anderson. Et ici, vous allez comprendre quelque chose qui est aussi d'une importance. Vous allez comprendre quelque chose qui est aussi d'une importance capitale. Le pasteur Anderson ne se contentera pas justement en fait de poursuivre l'ose maçonnique de son père, parce que il émane en fait d'une famille qui était déjà maçonne. Il va jouer un rôle clé dans la définition des canons de la maçonnerie moderne. Donc, sa date exacte de naissance, elle est un petit peu parfois en fait fortuite, on ne maîtrise pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est en fait de racines écossaises. C'est pour ça que je vous ai souvent parlé de l'Écosse par rapport à la franc-maçonnerie. Il est de racines en fait écossaises et il s'appelle en fait James Anderson. Donc on considère qu'il est né environ en fait entre 1679 et 1680 et jusqu'à 1739. Donc ces bases avec la franc-maçonnerie sont vraiment en fait très grandes et on sait que au final il va finir en fait ses séjours en fait du côté en fait londonien. Il est né à Aberdeen. Gardez bien ce nom, Aberdeen. Ça s'écrit A-B-E-R-D-E-E-N. Aberdeen. Et je vous ai souvent dit en fait que la base de la franc-maçonnerie c'est à Aberdeen. Beaucoup de gens vont situer en fait, voilà, Aberdeen. Merci, Eben. Donc, Aberdeen. C'est là où se situe en fait la base de la franc-maçonnerie. Quand bien même il y a des loges que vous allez retrouver un peu partout, en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais la base même, c'est à Aberdeen. Et vous allez comprendre. Le pasteur James Anderson. James Anderson, c'est un Écossais. Et bien sûr, en Écosse. Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre en fait le film, le, le, le film qui concerne en fait, déjà ils ont mis une branche d'abord occidentale avec Mel Gibson hein, par rapport en fait à l'Écosse, à la résistance en fait de l'Écosse. Le nom du film en fait me viendrait et puis je vous le dirai. Et vous retrouvez aussi une même base dans Le Dernier Roi d'Écosse qu'ils vous ont mis en fait sur une base africaine. Le Dernier Roi d'Écosse, hein, qui concerne en fait un dirigeant en fait africain. Et vous allez comprendre aussi ces aspects-là plus tard. J'entrerai en profondeur pour vous dire pourquoi le dernier roi d'Écosse, ils ont mis en fait ça comme nom et ça se passait en fait en Afrique. Donc, tout simplement parce que la base même de la franc-maçonnerie, c'est Aberdeen. Dans Aberdeen, comme je vous ai signifié, Aberdeen. C'est là où est né en fait James Anderson. Il est vite happé en fait par la passion pour la théologie. Ordonné pasteur de l'Église d'Écosse, réformé presbytérien en 1707, à seulement 27 ans, il est envoyé aussitôt dans la capitale anglaise, où après un bref passage dans la congrégation de Glasshouse Street, il officie dans deux églises, l'église presbytérienne de Swallow Street jusqu'en 1734 et à la chapelle de Lisle Street Chapel jusqu'à sa mort. Des liens viscéreux, les liens en fait de James Anderson avec la franc-maçonnerie étaient pour ainsi dire viscéreux. Son père était membre de la loge maçonnique d'Aberdeen,
pratiquant le rite du mot de maçon, dit spéculatif. C'est ici, vous avez cet aspect de la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire principalement philosophique, et créé autour de 1637 par des Écossais calvinistes de Kilwing. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail pour voir le rite en fait des mots, cet aspect-là qu'on appelle en fait le rite des mots, parce qu'il faut que vous compreniez en fait c'est quoi la franc-maçonnerie, parce que beaucoup de gens parlent beaucoup de franc-maçonnerie, mais en réalité en fait les gens ne comprennent pas c'est quoi vraiment en fait la franc-maçonnerie. Déjà ici vous voyez bien que la franc-maçonnerie moderne a été mise en place par des Écossais, hein, dans son fonctionnement en fait actuel, c'est-à-dire la franc-maçonnerie spéculative. Et c'était par le pasteur James Anderson. Ici, vous allez comprendre cette relation fondamentale qu'il y a entre la franc-maçonnerie et justement en fait, parce que vous savez, eux, c'était des calvinistes. Donc, comme vous le saviez, dans le protestantisme, donc il y a eu le catholicisme, ensuite le protestantisme s'est rebellé vis-à-vis du catholicisme. Et à l'intérieur du protestantisme, vous allez avoir des subdivisions. Vous allez avoir les luthériens d'un côté et les calvinistes de l'autre. Dans Luther et Calvin. Et justement, en fait, dans tout le côté britannique, c'est vraiment cet aspect, en fait, calviniste qui va, en fait, s'installer. Et l'aspect luthérien, c'est beaucoup plus, en fait, du côté, en fait, de l'Allemagne et autres. Et ici, il s'agit justement en fait des calvinistes, c'est-à-dire c'est ceux qui sont les ancêtres de ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant en fait les églises de réveil, tout simplement. Parce que c'est aussi ces branches-là qui sont parties en fait aux États-Unis. Et à partir en fait des États-Unis, vous allez avoir en fait des mouvements en fait d'églises en fait dits de réveil. Et ces églises-là vont maintenant en fait continuer en fait à polluer, à piluler. Ouais, Brave Out, merci Victor. C'était le nom que je cherchais, Brave Out. Et ça va commencer en fait à grandir, etc. Et ça va maintenant se dispatcher un peu dans le monde et que vous allez connaître comme les mouvements en fait évangéliques et les mouvements en fait d'église de réveil que vous connaissez en fait aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a aussi un lien fort justement entre les églises en fait de réveil et aussi la franc-maçonnerie. Ça c'est des choses qu'on développera en fait plus tard pour que vous compreniez. Mais vous voyez déjà en fait les bases de corrélation qui se mettent justement à partir justement en fait du pasteur en fait James Anderson, qui eux avant en fait ils étaient justement son père qui était déjà en fait maçon à l'intérieur de l'horloge en fait qui se mettait en place en fait au niveau de Aberdeen, et il pratiquait en fait le rite qu'on appelait en fait le rite du mot de maçon. Dans le rite du mot de maçon. Ce rite en fait a été créé vers 1637 en Écosse. Et il serait le plus ancien rite de la franc-maçonnerie dite spéculative. C'est-à-dire la franc-maçonnerie telle que elle a été connue en fait dans son aspect en fait moderne. Parce que je vous ai dit que la franc-maçonnerie remonte en fait de beaucoup plus loin. Je vous avais déjà dit ça en fait dans des lives. Dès le 7e siècle, il y avait déjà en fait des bases qui étaient déjà en train d'être visibles dans certaines sociétés secrètes. Et vous avez même une base qui vient en fait des sociétés secrètes Osirica, qui était en fait en Égypte ancienne. Donc, mais quand il s'agit en fait des bases modernes, vous retrouvez cela. C'est pour ça aussi que si vous vous souvenez bien, un jour en fait dans un live, certaines personnes en fait justement voulaient soulever le fait que le kémitisme ne pouvait pas, c'est-à-dire l'égyptologie ne pouvait pas en fait avoir des aspects vu que ce serait à partir de l'égyptologie que la franc-maçonnerie en fait s'était basée. Et je leur avais dit non, la franc-maçonnerie existait bien avant que l'égyptologie en fait commence à se mettre en place, et c'est plutôt la franc-maçonnerie qui a mis en place l'égyptologie. C'est-à-dire l'égyptologie est un pur produit de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire une création de A à Z de la franc-maçonnerie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Napoléon lui-même était franc-maçon, et tous ceux qui étaient avec lui en fait étaient francs-maçons, que ce soit en fait les Champollion, et de toute façon toute l'administration de Napoléon était franc-maçon, donc c'était clair et net. Donc, et autour de lui il y avait en fait que les maçons.
Et c'est ça qui fait en fait la base. Et c'est eux qui ont créé justement en fait l'égyptologie pour justement préparer hein, toutes ces choses spirituelles dont nous sommes en train de voir, pour préparer toutes ces branches-là un peu partout que vous allez en fait comprendre en fait au fur et à mesure. Mais cette base même commence par cette franc-maçonnerie en fait spéculative qui a été façonnée en fait en Égypte et justement en fait qui était basée sur le rite en fait du mot de maçon. Donc, ce rite, en fait, a été fondé par des maçons écossais calvinistes, donc c'est-à-dire des protestants, des religieux, si vous voulez. Hein. C'était en fait des chrétiens protestants qui ont fondé justement en fait la franc-maçonnerie. Donc, euh, donc, vous comprenez pourquoi vous allez retrouver beaucoup de choses en fait en réalité de religiosité dans la franc-maçonnerie. Mais bon, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, non seulement c'était des maçons écossais calvinistes, presbytériens et Kilwinning. Donc, afin, pourquoi, de remplacer le rituel anglais et anglican dit des anciens devoirs. Donc, le rituel des anciens devoirs, c'était le nom en fait qui avait été donné justement à l'ensemble des 130 documents environ rédigés entre le 14e et le 18e siècle. La plupart des manuscrits et les plus tardives en fait gravés ou imprimés, tous d'origine anglaise, dans ces documents en fait décrivent les obligations et les fonctionnements en fait des corporations maçonniques, de maçons en fait à l'époque. Donc vous pourrez en fait aller approfondir là-dessus, c'est-à-dire les anciens devoirs. Et justement le but en fait du rite du mot maçon, c'était de remplacer justement en fait ces anciens rituels-là qui étaient les rituels en fait des anciens devoirs qui était opératif en fait au Moyen Âge et à la Renaissance. Donc vous voyez, je vous avais dit que ça avait commencé en fait bien avant. Donc vous aviez déjà en fait ces rituels-là en fait hein, des anciens devoirs. À partir de 1696, les maçons désirent désormais en fait créer un art de mémoire conforme au principe du calvinisme, c'est-à-dire basé non pas sur des images plastiques, mais exclusivement sur des images verbales comme les métaphores et les allégories. Ici, c'est très important. Je vous ai dit, quand vous voyez une personne interpréter hein, des écrits, principalement en fait de manière allégorique et principalement en fait de manière métaphorique, c'est parce que ce sont des bases justement en fait kabbalistiques et des bases kabbalistiques, gnostiques, théosophiques et maçonniques. Et forcément en fait des bases en fait rosicruciennes, bien entendu aussi à l'intérieur. Vous comprenez? Et là vous allez pouvoir capter tout de suite en fait quel est l'esprit qui est en face de vous, quelle est l'essence qui est en fait en face de vous, pour pouvoir bien capter en fait ces aspects-là. Pourquoi? Parce que c'était déjà ce qu'ils avaient voulu en fait mettre en place. Donc quand ils ont décidé à partir de 1696 de changer justement en fait les choses, donc vous êtes rentré maintenant en fait dans des tournures métaphoriques. C'est pour ça que vous allez avoir des gens, par exemple, qui vont vous dire, ah, mais vous savez, dans le jardin d'Éden, en fait, le fruit qui était au milieu de l'arbre, c'était le sexe de la femme, etc. Vous voyez, la tournure, en fait, elle est en fait tournée de manière métaphorique, de manière allégorique. Et bien, ça, c'est l'héritage kabbalistique. Mais ça, quand on va voir, en fait, l'aspect de la Kabbale, vous allez comprendre. Et cet héritage kabbalistique, c'est ça, en fait, qui se retrouve après. Parce que, justement, ces maçons-là, en fait, à partir de 1696, quand ils vont changer justement ces tournures-là, vous allez retrouver maintenant un certain nombre d'interprétations, en fait, d'anciens écrits qui seront interprétés, en fait, de manière imagée, de manière métaphorique, de manière allégorique, etc. Donc, par la suite, après avoir subi diverses influences, c'est-à-dire l'anglicanisme, le catholicisme et la Grande Loge, en fait, de Londres, pardon, va le transformer en 1717 en rite philosophique universel, qui devient la matrice du rite en 3 degrés pratiqué par la franc-maçonnerie contemporaine. Donc, il faut bien comprendre déjà la base. Hein, et cet aspect, en fait, de ce mot-là, justement, écoutez bien, vous allez comprendre. Donc, l'expression, en fait, Mason's Words,
parce que c'est ça en fait la base, hein, c'est Merchant Roads, qui est à l'origine en fait du mot de maçon. C'est-à-dire c'est ça un Merchant Road, c'est-à-dire le mot de maçon est sans doute en fait calqué sur l'expression God's Word, soit le mot de Dieu. C'est par cette expression que les calvinistes d'Écosse désignaient en effet la Bible, référence entre toutes la sola scriptura de Luther. Vous comprenez? Donc, en utilisant en fait cette expression en fait de mot de Dieu, les calvinistes entendaient revenir à un christianisme authentique antérieur aux pratiques de l'Église des catholiques romains. Ces derniers étant considérés par eux comme des idolâtres et des gothiques. Allusion de la construction des cathédrales en France et sur le reste du continent européen. Ici, vous voyez déjà cette base-là de guerre qu'il y a en fait justement entre les maçons chrétiens et le système en fait de l'église en fait catholique. Donc, vous avez cette base-là où ils sont déjà en train de se combattre, notamment cette église en fait d'Angleterre, qui va justement en fait se transformer avec sa base maçonnique. Donc, vous devez bien comprendre, la base même de la franc-maçonnerie, c'est du christianisme. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est le pasteur James qui va établir cette base-là. Mais ça se base sur des rituels avant, qui étaient déjà en fait mis en place. Donc, c'est quelque chose de très, très, très ancien. Si vous voulez, c'est la franc-maçonnerie, c'est un petit peu cet aspect de retour à une tradition, une spiritualité en fait primitive. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir René Guénon, maçon, qui va aller mettre en place la tradition primordiale. Il faut vraiment suivre en fait les bases des choses et vous allez au fur et à mesure en fait comprendre. Donc, je vous suggère d'aller approfondir hein, sur les rites, le rite en fait du mot maçon. Donc, comme ça va vous permettre de bien conceptualiser en fait ces aspects-là. Maintenant, quand on parle en fait de calvinisme, ben, le calvinisme est noté d'après Jean Calvin, qui est aussi en fait appelé la tradition réformée, c'est-à-dire la foi réformée, la théologie réformée. C'est une doctrine en fait théologique et une approche de la vie chrétienne reposant sur les principes de souveraineté de Dieu en toutes choses. Bien que développée par plusieurs théologiens tels que Martin Bucer, Wolfgang Musculus et puis d'autres, elle porte le nom en fait du réformateur français Jean Calvin en raison de son influence dominante ainsi que de son rôle déterminant dans les débats confessionnels et ecclésiastiques hein, du XVIe siècle. Donc aujourd'hui, ce terme fait référence aux doctrines et pratiques de la plupart des églises réformées, presbytériens et congrégationnistes. Plus rarement, il désigne en fait l'enseignement de Calvin lui-même, dans les doctrines de la prédestination et de la corruption totale représentent en fait les points les plus notoires du calvinisme. Donc vous voyez, en réalité, beaucoup risquent d'être un petit peu perdus par rapport en fait à la franc-maçonnerie, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas la base même de cette franc-maçonnerie moderne. La base même de cette franc-maçonnerie moderne, en réalité, c'était la retranscription des mots de Dieu. C'est de ça. La base, c'est ça. Retranscription des mots de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, par rapport au rythme en fait du mot de maçon, eh ben, c'est de revenir sur des aspects de base par rapport à ce que pour eux Dieu aurait façonné. Et bien sûr, définir par la suite en fait véritablement en fait qui est le Dieu en fait en question. Parce que si vous ne comprenez pas déjà ça ici, vous aurez du mal à comprendre ce qui est en train d'être préparé en fait en Israël. Vous aurez beaucoup de mal à comprendre ça. Ici, il faut bien comprendre qu'en fait, en réalité, la franc-maçonnerie englobe tout, mais elle englobe tout pour un divin. C'est d'ailleurs pour ça que dans la franc-maçonnerie, vous avez la notion du grand architecte de l'univers. C'est-à-dire la notion, en fait,
d'un être créateur. La notion d'un être créateur. C'est-à-dire, vous retrouvez forcément en fait cet aspect-là en fait, hein, de l'existentialisme. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces différences entre ce qui est de l'essence, c'est-à-dire l'être. L'être vient d'abord en fait d'une pensée, ou alors l'être en fait, eh ben, c'est à partir du moment où il est déjà existant qu'il va justement en fait se transformer. Donc ce sont deux visions qui sont totalement en fait distinctes. Et vous comprenez bien que dans sa logique générale, la franc-maçonnerie fait croire aux gens qu'elle est plutôt dans la logique en fait de l'existentialisme, c'est-à-dire les êtres existent et ensuite ils vont justement être manifestés, ils vont manifester en fait une essence. Or, dans la logique euh, non pas existentialiste, mais dans la logique qui est basée sur l'essence, eh bien, l'être vient d'abord d'une pensée, et c'est parce qu'il vient d'une pensée qu'il est manifesté. Or, qui dit venir d'une pensée, dit forcément venir d'un créateur. Donc, d'un côté, vous avez ceux pour qui toute chose vient d'un créateur, et de l'autre, ceux pour qui eh bien, les choses viennent d'elles-mêmes, d'une base, d'une source, mais elles ne viennent pas de la pensée de quelqu'un. Donc, elles ne viennent pas d'un créateur. Bon, cela, c'est ce qu'on appelle les existentialismes, les existentialistes. Les autres, ils sont plutôt partisans de cet aspect, en fait, de l'essence, et que vous pouvez appeler l'essentialisme si vous voulez. C'est-à-dire du fait que euh, vous êtes le fruit de la pensée de quelqu'un. Parce que quelqu'un a pensé, c'est pour ça que vous avez été créé. Donc, vous êtes le fruit d'un créateur. Parce que pour que le créateur crée, il fallait d'abord qu'il pense. Il vous a pensé, il vous a créé. Ça, c'est ceux qui sont partisans en fait des créationnistes. C'est-à-dire partisans en fait de ceux qui pensent plutôt qu'il y a eu un créateur. Donc, l'essence en fait émane justement en fait de ce créateur-là. Et bien, vous voyez que en règle générale, les maçons soutiennent en fait justement des existentialistes. C'est-à-dire, toute la science telle que vous la connaissez aujourd'hui, c'est une science maçonnique. Toute la science. La plupart des scientifiques sont des maçons. C'est-à-dire, toute cette science-là, en fait, vous met en avant quoi? Vous met en avant en réalité, eh bien, l'existentialisme. C'est pour ça qu'on vous dit que vous venez en fait de cellules qui justement en fait se sont multipliées. Bon, comment elles sont apparues? Bon, ça, c'est la théorie du Big Bang. Donc, que la vie a apparu en fait à travers le Big Bang et que les cellules en fait se sont en fait multipliées et au final, dans leur cycle en fait d'évolution, de transformation, l'être en fait a pu paraître. Ça, c'est ce que la franc-maçonnerie justement défend à travers les scientifiques maçonniques. Mais quand vous voyez ici la base même de comment cette franc-maçonnerie moderne s'est façonnée, elle s'est basée sur l'aspect en fait des mots de Dieu. Ça veut dire plutôt sur l'aspect créationniste. Et c'est là où il y a quelque chose de très important. Vous voyez je vous mets juste ces deux aspects-là hein, pour vous faire réfléchir un petit peu, afin que vous vous posez la question. Voilà des gens qui mettent en avant plus une science existentialiste, alors que leur base même, c'était l'essentialisme. Ça veut dire que tout ça, il y a un plan derrière. Donc, je vous mets juste en fait ces deux aspects-là pour que vous puissiez en fait comprendre justement. C'est pour ça que j'ai précisé un petit peu hein, sur James Anderson pour que vous compreniez un petit peu les bases justement en fait de cet aspect-là. Et James Anderson justement, c'est quelqu'un en fait qui est d'une importance en fait quand même en fait très importante hein, dans cet aspect-là parce que justement il participe hein, à cette base-là en fait de rédaction par rapport justement hein, à la base même maçonnique, c'est-à-dire le texte qui représente hein, cette constitution
donc qui s'appelle, en fait, il y a la version originale qui s'appelle en fait The Constitution of the Freemasons et que vous retrouvez dans les années en fait 1700. Donc il y a les textes originaux. J'ai aussi une couverture, hein. Bon, si l'occasion s'y prête, on vous montrera la couverture en fait de ce livre. Mais si vous faites les recherches, vous allez pouvoir retrouver. Donc sur cette couverture, en fait, c'est l'édition originale des Constitutions d'Anderson. Donc du coup, ça porte le nom justement en fait de James Anderson. Et c'est ces constitutions de James Anderson, de ce pasteur-là, qui est toujours en fait la base même en fait de toute la maçonnerie, peu importe tout ce qui a été inclus à l'intérieur en fait de la maçonnerie. Donc, énumérons les devoirs des maçons. Écoutez bien, énumérons les devoirs des maçons et transmettons une vision antique et vénérable de leur histoire. Elles forment et forment encore la base de la franc-maçonnerie universelle. Et ça, vous retrouvez en fait justement ces aspects-là dans un extrait du livre en fait de Serbanesco, c'est-à-dire Histoire de la franc-maçonnerie universelle, sans rituel, sans symbolisme, qui a été fait en fait, publié en fait en 1963. Donc, ici, je vais poursuivre pour vous expliquer un petit peu. Donc, par rapport justement en fait, comme je vous disais, dès 1723, des noms de juifs vont être assimilés, notamment celui du pasteur en fait Anderson lui-même. Ah, je continue, ne vous inquiétez pas. Donc du pasteur en fait Anderson en fait lui-même et justement vous allez pouvoir retrouver aussi dans une autre édition en fait de ces constitutions 1738 où il va citer justement plusieurs noms des officiers juifs de la Grande Loge, le plus souvent séfarades. Donc vous avez la pratique en fait en Angleterre et dans l'Empire britannique qui jouera en fait plus tard un rôle important dans l'expansion de la maçonnerie aux États-Unis. C'est pour ça que je vous avais parlé justement de cette historicité-là. L'Empire britannique où il va y avoir maintenant une expansion en fait en, aux États-Unis. Et rappelez-vous que pour pouvoir constituer le conflit tel qu'il avait été façonné justement en fait, tel qu'il a été façonné là au Moyen-Orient, le conflit en fait entre Israël et Palestine, rappelez-vous, c'était aussi les Britanniques. Donc c'était les Britanniques justement qui avaient tissé des accords avec les Arabes palestiniens que si jamais ils se révoltent contre l'Empire ottoman, eh bien, ils vont pouvoir en fait récupérer en fait les territoires qui seront libérés. Et de l'autre côté, vous aviez aussi justement les Britanniques toujours qui, pour avoir l'argent justement en fait des sionistes et des banques en fait sionistes juifs, ils vont en fait leur promettre en fait d'installer un État en fait justement sur la terre de Palestine. Deux promesses qui en réalité ne pouvaient pas être tenues. Donc ici vous voyez bien que c'était aussi les Britanniques. Donc là vous voyez aussi que ce sont aussi les Britanniques justement qui vont avoir un poids justement en fait dans l'expansion de la maçonnerie en fait aux États-Unis, puis aux provinces en fait unies et dans les colonies hollandaises. Donc ils vont en fait admettre en fait les Juifs, même si certains en fait loges les discriminent. Sans doute la maçonnerie, y compris ses débuts, n'a-t-elle ni le monopole de la fraternité, ni celui de la religion, nouvelle qu'est le déisme. Au fur et à mesure, vous allez comprendre un certain nombre de choses par rapport à tous ces aspects-là. Mais placé au cœur du mouvement d'affranchissement des esprits qui se dessine alors sans originalité et sans caractère profondément novateur, réside dans le pluralisme qu'elle tente de pratiquer et le dépassement des querelles religieuses qu'elle promet en s'affichant également pluraliste sur le plan, du moins en principe. Dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle,